Camille Vautier, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Nous avions déjà eu une première série d'émissions, c'était avec Jean-Pierre qui interviewait toutes les 2 semaines environ un bénévole de l'association SOS Chrétien d'Orient. Nous allons parler en première partie de cette association. Juste avant de commencer l'émission, je vous précise, chers auditeurs, donc que c'est une nouvelle émission mensuelle qui commence aujourd'hui. Une fois par mois, nous retrouverons un membre de l'association SOS Chrétien d'Orient pour témoigner de ce qui se passe sur place. Ce sera le premier mercredi de chaque mois à 12h15. Voilà, donc Camille, dans un premier temps, on peut peut-être repréciser ce qu'est l'association SOS Chrétien d'Orient et quel est son but. Oui, tout à fait. Tout d'abord, un grand merci à Radio Maria de nous réinviter pour une nouvelle année. Nous sommes très heureux de retrouver les auditeurs de Radio Maria pour donc cette nouvelle année. Alors, pour parler de SOS Chrétien d'Orient en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas, SOS Chrétien d'Orient a été créé en octobre 2013 suite à la prise du village de Maaloula par les djihadistes. Aujourd'hui, SOS Chrétien d'Orient est présente dans 4 pays, Syrie, Irak, Liban, Jordanie, et aussi avec des missions ponctuelles en Égypte. Au total, ce sont près de 600 volontaires, français ou étrangers, qui se sont rendus dans ces pays pour porter secours aux chrétiens d'Orient. Donc grâce à cela, nous avons pu faire de grandes choses là-bas, que ce soit apporter une aide matérielle, un soutien logistique, ou tout simplement, et surtout, je dirais, car c'est le plus important, un soutien psychologique pour ces populations qui souffrent, et pour certaines qui souffrent beaucoup et depuis longtemps. Alors, vous revenez vous-même d'un circuit que vous avez fait en Syrie et en Irak. Vous allez donc témoigner de ce que vous avez vu là-bas, des rencontres que vous avez faites. Nous commençons par la Syrie. Voilà, alors exactement, j'ai eu la chance de pouvoir partir à peu près une douzaine de jours en Syrie et en Irak, et j'étais accompagnée par Alexandre Meyer d'Aletheia. Aletheia qui est un site d'information d'actualité chrétienne, donc que vous pouvez retrouver sur www.aletheia.org, et où vous trouverez justement des récits, plusieurs récits de ce voyage que nous avons pu faire ensemble. Il y avait également, en plus d'Alexandre Meyer, un photographe, Yann Charbonnier, qui faisait partie du voyage. Alors, notre voyage, il a commencé à Damas, donc Damas, la capitale de la Syrie, où est l'antenne permanente de SOS Chrétien d'Orient. Donc, nous y sommes présents maintenant depuis plus de 2 ans. Alors, à Damas, nous faisons plusieurs choses, notamment de gérer la logistique, en fait, de nos différentes missions en Syrie. Parce qu'en Syrie, nous sommes présents à Damas, mais nous sommes aussi présents dans différentes villes, comme Homs, Maaloula. Nous allons régulièrement à Alep. Nous sommes aussi présents à Tartous. Donc la Syrie est un grand pays et la logistique est très importante. Nous effectuons évidemment des donations aussi à Damas. Donc une fois que nous avons pu visiter un peu Damas, la mosquée des Omeyyades, qui est vraiment célèbre par sa beauté, nous sommes partis dans un petit village dont j'aimerais vous raconter un peu l'histoire, parce que c'est un village qui m'a énormément marqué. C'est le village de Mahardé. En fait, si vous regardez une carte de la Syrie, vous voyez Damas, qui est au sud. Au nord, vous avez Alep, et entre les deux, vous avez Hama. Et au nord d'Hama, vous avez le petit village de Mahardé. Alors, Mahardé, c'est un village qui est à 100% chrétien, qui a 6200 familles. Ce sont des Grecs orthodoxes à grande majorité. Et en fait, ce village, il subit des bombardements depuis plusieurs années. Parce que il est situé tout près de la ligne de front. Et donc pour pallier en quelque sorte à ces bombardements, il y a un homme dans ce village qui a décidé de mettre sa fortune, son savoir, au service de la défense du village. Et donc ils ont constitué ce qu'on appelle une défense nationale,
qui est commandé justement par un certain Simon. Et donc toutes les personnes du village qui font partie de cette défense nationale sont volontaires. Donc vous avez justement cette défense nationale, et en plus vous avez les jeunes du village qui se sont mobilisés et qui ont constitué ce qu'on appelle des brigades de secours, des casques rouges, qui en fait viennent prendre en charge les blessés quand les obus sont tombés, les sortent des monceaux de gravats, les amènent à l'hôpital et les prennent en charge. Voilà, donc ça c'est pour dépeindre un peu ce village. Nous, quand on y était, on y est resté 2 jours, et à un moment les terroristes étaient à 500 mètres. Donc on est vraiment à portée de tous les tirs. J'ai eu la chance dans ce village de rencontrer un jeune qui s'appelle Aziz, qui a 22 ans. L'histoire d'Aziz, elle est touchante parce que c'est un jeune qui est en 5e année de médecine, qui devait partir faire une année d'études à l'étranger, et il a décidé de rester pour protéger sa famille et pour sauver son pays. Et c'est vraiment révélateur du peuple syrien, car beaucoup s'oublient justement pour défendre leur pays. Donc des personnes qui ont, pour certaines, qui ont fait le choix de rester. Voilà, des personnes qui ont fait le choix de rester. Et pour vous montrer une anecdote qui est vraiment très révélatrice de l'état d'esprit qu'il y a dans ce village, quand nous sommes arrivés, l'accueil au début était un peu froid. On arrivait pour leur apporter du matériel médical, car tout est devenu beaucoup trop cher et ils ne peuvent plus acheter, donc ils sont en manque de médicaments, ils sont en manque de matériel, que ce soit des cannes anglaises, des fauteuils roulants. Donc on leur apportait de ça. Et au début, l'accueil était froid parce qu'ils nous disaient mais nous ne comprenons pas la position de la France, que fait la France. Et donc au fur et à mesure de la discussion, on a réussi à leur faire comprendre qu'on était là pour les aider et qu'on allait faire de notre possible pour leur rendre la vie un peu plus agréable. Et à la fin, ils nous ont offert un bout d'obus qu'ils avaient repeint en doré et sur lequel ils avaient mis des fleurs à l'intérieur. Et c'est vraiment symbolique en fait de transformer ce qui est en fait symbole de mort, de destruction, en quelque chose de magnifique. Et c'est quelque chose qui est vraiment poignant quand on va en Syrie, c'est de transformer en fait le mal, la souffrance, en quelque chose de beau et qui finalement va transcender la souffrance. Alors ensuite, vous êtes, je crois, allé à Homs, une ville dont il a été beaucoup question dans les médias. Exactement. Donc après Mardé, nous avons pris une longue route où de part et d'autre il y avait des groupes terroristes, donc il fallait aller vite malgré l'état de la route qui n'était pas très bon. Et nous sommes arrivés à Homs. Alors Homs, vous savez, c'est la ville en Syrie où ont commencé les premières manifestations. C'est une ville qui, pour la plus grande partie, ressemble à une ville fantôme. Les immeubles sont complètement affaissés. Il y a des endroits où on peut même pas circuler en voiture et on a absolument interdiction d'y aller à pied. Donc ce sont des paysages apocalyptiques qu'on voit quand on rentre dans Homs. Et c'est d'autant plus impressionnant la nuit vu qu'il n'y a plus d'électricité. Donc voilà, nous sommes allés à Homs. Nous avons rencontré l'équipe de SOS Chrétien d'Orient qui est sur place là-bas et qui a pour mission de reconstruire un jardin d'enfants qui se situe à côté de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Alors Notre-Dame de la Paix, je pense qu'on vous en avait déjà parlé l'année dernière, c'est la cathédrale de Monseigneur Arbach et c'est celle qui est jumelée avec le diocèse de Fréjus-Toulon et donc avec Monseigneur Ray. Cette cathédrale, elle avait subi un attentat puisque en avril 2014, une semaine après la libération de Homs, il y a une bombe qui était placée sous la cathèdre qui a explosé 5 minutes après que Monseigneur Arbach ait fini de célébrer la messe. Donc voilà, donc maintenant elle est en pleine reconstruction et on espère que les travaux avanceront vite.
Alors, autre lieu dont les médias ont beaucoup parlé, il s'agit de Palmyre. Oui, bien sûr, on a eu cette chance immense d'aller voir celle qu'on appelle la perle du désert, Palmyre, qui est absolument sublime, et en plus nous l'avons vue sans aucun touriste. Alors c'est impressionnant comme site. Euh, la grande tristesse, c'est de voir les aberrations qu'ont commises les terroristes, notamment l'Arc de Triomphe qui n'existe plus. On voit des morceaux par terre et en l'imaginant, on imagine à quel point il a dû être magnifique. Il y a aussi un temple qui a sauté. Le théâtre antique est intact. Et donc c'était un grand moment de voir, de pouvoir être sur le site de Palmyre avec un accueil chaleureux des militaires présents. Voilà. Ensuite, vous êtes. Il y a d'autres lieux en Syrie où vous vous êtes rendu ou vous êtes ensuite parti en Irak? Alors non, avant de partir en Irak, on s'est rendu au Krach des Chevaliers, donc cette célèbre citadelle franque qui fait rêver notamment les garçons, et on a pu avoir une très belle visite, sachant que le site a vraiment été bien protégé, et donc n'a pas subi trop d'impact par la guerre qui fait rage depuis plusieurs années. Et donc ensuite, nous sommes rentrés à Damas. Et de Damas, nous sommes repartis à Beyrouth pour prendre un vol et pour rejoindre Bagdad. Donc à Bagdad, d'ailleurs on en reparlera en deuxième partie d'émission, car il y a un projet à soutenir à Bagdad. Donc qu'avez-vous vu, qui avez-vous rencontré sur place? Alors à Bagdad, nous y sommes présents de manière ponctuelle, bien sûr, depuis janvier 2015, et SOS Chrétiens d'Orient a apporté une aide aux différentes communautés chrétiennes, donc que ce soit des couvertures, du chauffage en hiver, des packs alimentaires, des packs d'hygiène. Nous apportons aussi de l'aide dans un camp assyrien. Et il y a un projet qui tient particulièrement à cœur, au cœur des chefs de mission en Irak, c'est Bet Naya. C'est une maison qui a recueilli toutes les personnes âgées, handicapées, tous les blessés de la vie dont personne ne voulait s'occuper. Et donc ce sont 2 laïcs consacrés qui s'en occupent à plein temps, donc dans une petite maison qu'elles ont très bien arrangée. Et donc elles s'occupent de 60 personnes dont personne ne voulait plus. Et c'est vraiment un havre de paix et d'espérance. Et c'est un endroit où le sourire et la joie prennent la première place. Donc ça a été un moment très fort dans ce voyage, très émouvant, de voir le sourire sur ces personnes allongées, infirmes, mais qui gardent cette espérance. Après, le côté impressionnant de Bagdad aussi, ce sont toutes ces palissades, tous ces barbelés qui montrent bien à quel point la situation est difficile là-bas. Alors Bagdad, juste pour situer au niveau géographique, c'est plus au sud, et Mossoul, dont on entend beaucoup parler en ce moment, est au nord, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc après Bagdad, vous êtes parti à Erbil, où il y a un camp de réfugiés, me semble-t-il. Alors après Bagdad, nous sommes partis à Erbil. Donc Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Alors comme vous le savez, depuis août 2014, toutes les populations qui avaient fui Mossoul puis Karakosh se sont réfugiées à Erbil. Certains réfugiés ont été dans les camps, d'autres qui avaient quelques moyens sur eux ont pu louer des maisons plus ou moins en bon état. Et donc SOS Chrétiens d'Orient est présent depuis août 2014 de manière continue. Il y a plusieurs camps à Erbil. SOS Chrétiens d'Orient y a construit notamment une école qui accueille environ 700 élèves. Donc une partie le matin et une partie l'après-midi, parce qu'en effet le problème des réfugiés irakiens, c'est que les enfants ne pouvaient pas aller dans les écoles kurdes, sinon ils n'auraient pas eu le diplôme irakien. Donc quand ils reviendront dans leur village d'origine, c'est comme s'ils n'avaient pas été à l'école. Et donc il était important de monter une école pour avoir un diplôme irakien et qu'ils n'aillent donc pas dans les écoles kurdes.
Donc SOS Chrétiens d'Orient donc s'occupe donc des réfugiés dans les camps, organise beaucoup d'activités avec les enfants, visite de très nombreuses familles isolées, donc ces familles qui avaient de l'argent au début pour payer un loyer, mais qui maintenant trouvent difficilement du travail. Les loyers sont très chers et ils ont donc à peine de quoi se nourrir ou se vêtir. Et c'est donc le travail de SOS Chrétiens d'Orient d'aller évaluer les besoins lors d'une première visite, puis de répondre à ces besoins en leur apportant ce qu'il est nécessaire pour améliorer du mieux possible leurs conditions de vie. Alors ensuite, vous allez nous parler d'un village qui est très particulier. Il s'agit de Karakosh, qui est à 25 km de Mossoul, c'est bien ça? Voilà. Donc juste avant d'aller à Karakosh, nous avons été dans l'autre antenne de SOS Chrétiens d'Orient qui se trouve à Al-Koch. Al-Koch où c'est la communauté chaldéenne qui se trouve là-bas et où SOS Chrétiens d'Orient a aussi des actions. Nous avons été aussi dans un petit village à Manguesh, donc tout ça c'est dans le nord du Kurdistan irakien. Et donc à Manguesh, il y a la seule femme mère d'Irak avec qui nous avons de très bons rapports. Et donc dans ce village de Manguesh, nous avons construit une clinique et une école. Voilà. Donc après tout ça, nous avons été justement à Karakosh pour le dernier jour de notre voyage. Donc Karakosh, c'est le village qui a été complètement envahi par les terroristes. Et quand on rentre dans ce village, c'est impressionnant de voir cette sorte de village fantôme. Les ruelles sont désertes. Quand les rues ont été, certaines rues ne sont pas du tout nettoyées, et donc on peut voir encore des croix par terre, un doudou, une paire de chaussures. Toutes les maisons des chrétiens ont été complètement brûlées. Alors nous, on a eu la particularité en plus de voir Karakosh sous une tempête de sable, ce qui rend le paysage encore plus apocalyptique. On n'était pas beaucoup dans le village quand on est arrivé, parce qu'il y a personne ne peut aller à Karakosh, hormis les pères de famille qui peuvent venir récupérer certains effets. Donc ils doivent justifier d'avoir été résidents à Karakosh. Et ils peuvent venir, ils passent la journée, ils récupèrent des objets et puis ils reviennent après à Erbil, mais ça reste encore dangereux puisque il y a à peine 2 semaines, une famille a voulu revenir dans sa maison pour chercher des objets et il y avait une mine et ils ont tous explosé. Ils sont tous morts. Donc voilà, nous avons pu aller à Karakosh dans la cathédrale. La cathédrale de l'Immaculée qui a été complètement brûlée. Et juste à côté de la cathédrale, vous avez une sorte de patio où Daesh s'entraînait à tirer. Donc il y a un monceau de douilles par terre, ce qui est assez impressionnant. Voilà, et en plus de visiter donc cette ville fantôme de Karakosh, la particularité aussi, c'est qu'on l'a visité avec un monsieur qui avait vécu à Karakosh, notre traducteur. Donc il y avait beaucoup d'émotions aussi dans son regard en racontant tous ses souvenirs. Ici, je me suis mariée. Ici, j'ai baptisé mes enfants. Donc une visite très émouvante, même s'il y a bien sûr la joie de savoir Karakosh libéré. Et après, nous avons pris une longue route toute droite en pleine tempête de sable et nous avons été au monastère de Mar Benam et Sarah, qui sont 2 grands saints du IVe siècle, 2 grands saints martyrs, et où il y a justement les tombes au sein de ce monastère qui a été libéré il y a quelque temps et qui est donc tenu par des militaires qui nous ont fait aussi un accueil très chaleureux à notre arrivée. Alors Camille, donc après ce témoignage de votre circuit en Syrie et en Irak, vous vouliez nous parler d'un projet qui sera soutenu par un événement qui aura lieu au mois de mars. Il s'agit du semi-marathon de Paris. Tout à fait, on vous en avait parlé déjà l'année dernière quand on avait réussi à avoir 1300 coureurs et 600 supporters en mars 2016 pour le semi-marathon de Paris. Cette année, nous avons décidé avec l'équipe organisatrice de recommencer l'opération et d'avoir un plus grand nombre de coureurs. Le but, c'est toujours de sensibiliser les Français à la question des chrétiens d'Orient et de récolter des fonds.
Et cette année, la particularité, c'est que 2 associations ont rejoint SOS Chrétien d'Orient. Il s'agit de l'aide à l'Église en détresse, que vous connaissez sûrement, et de l'Ordre de Malte Liban. Donc voilà, donc il y a 3 associations qui soutiennent cette course pour les chrétiens d'Orient qui aura lieu le 5 mars 2017. Donc à présent, nous sommes environ 2000 coureurs. Il reste des places pour s'inscrire, donc je vous invite vraiment à vous inscrire très vite sur le site www.semiparis.chdo.com. Vous avez toutes les informations pour vous inscrire, pour choisir l'association pour laquelle vous souhaitez collecter des fonds. Donc voilà, tout est très bien expliqué sur ce site. Et concernant SOS Chrétien d'Orient, vu que chaque association a son projet, SOS Chrétien d'Orient va financer une partie de la reconstruction de l'école syriaque catholique de Bagdad. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Bagdad, de la cathédrale de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui avait subi un très grave attentat le 31 octobre 2010 où eh bien c'était un peu comme notre Bataclan à nous. Les terroristes étaient rentrés dans l'église en pleine messe. Ils ont tiré sur tout le monde. Ils ont tué les 2 prêtres. Il y a eu à peu près 50 morts. Donc cette cathédrale depuis a été reconstruite, mais l'école à côté est tombée en déshérence. Et du coup, SOS Chrétien d'Orient cofinance avec l'aide à l'Église en détresse la reconstruction de cette école pour permettre à 700 enfants de reprendre le chemin de l'école et voilà, de pouvoir avoir un bel enseignement dans cette école. Alors, quel est le montant nécessaire et quel est le montant visé par SOS Chrétien d'Orient? Alors, pour le semi-marathon, SOS Chrétien d'Orient vise un montant de 150 000 euros. Le projet global de la reconstruction de l'école s'élève à 1,3 million d'euros, donc divisé en 2 entre l'aide à l'Église en détresse et SOS Chrétien d'Orient. Donc bien sûr, si on peut dépasser les 150 000 euros à l'occasion du semi-marathon, ce serait super. Voilà, donc comment donc vous avez donné le site pour s'inscrire à ce semi-marathon. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de soutenir ce projet? Alors en faisant des dons et puis bien sûr par la prière. Voilà. Ce sont les deux moyens pour nous aider et en parler bien sûr autour de vous, sensibiliser votre entourage. Un semi-marathon, ce ne sont que 20 kilomètres. Alors oui, bien sûr, ça peut paraître beaucoup, mais quand on le fait pour les chrétiens d'Orient, on y arrive. Et l'année dernière, les 1300 coureurs ont fini leurs 21,07 kilomètres et étaient ravis. Certains nous ont dit, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien à une course. L'enthousiasme était incroyable. Donc venez, ne ratez pas le 5 mars 2017 cette journée exceptionnelle pour nos frères d'Orient qui en ont vraiment, vraiment besoin. Eh bien, merci beaucoup Camille. Donc nous vous retrouverons le mois prochain. Vous ou un autre membre de l'association, vous nous direz d'ici là. Voilà, très bon temps de l'Avent à vous et à toute votre équipe. Merci, et je confie particulièrement aux auditeurs de Radio Maria, ce village de Mahardé en Syrie qui a encore des menaces de bombes. Aujourd'hui, je suis en lien en continu avec un des jeunes là-bas et c'est vraiment dur pour eux, donc ils ont vraiment besoin de notre soutien et de notre prière surtout. Merci beaucoup, le message est passé. Au revoir, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.